La génétique médicale ne cesse de se développer au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. L'équipe multidisciplinaire met toutes ses énergies dans un dépistage des plus précoces pour freiner les effets pervers d'une trentaine de maladies. Quand on a des enfants ou des personnes qui sont identifiées avec une maladie génétique, on a besoin d'une équipe multidisciplinaire autour de nous pour nous aider à mieux intégrer le meilleur traitement possible avec plusieurs facettes de traitement pour pouvoir mieux aider les gens. Aujourd'hui, âgée de 15 ans, personne ne peut se douter que Zoé est une enfant génétiquement malade. Elle souffre d'un déficit d'enzymes du cycle de l'urée. Une maladie qui, heureusement, a pu être détectée 1 mois après sa naissance grâce au centre de dépistage urinaire. Là, on a reçu un téléphone comme quoi qu'il fallait se présenter avec Zoé, qui avait découvert la maladie. C'est sûr que lorsqu'on apprend une nouvelle comme ça, ça te jette à terre. Mais à un moment donné, il faut arrêter de broyer du noir. Il faut affronter. On est venu passer 1 semaine ici. Là, ils ont fait tous les tests qu'eux autres avaient besoin. En même temps, mais ils m'ont renseigné à savoir, bon, maintenant son lait, ça va être ça, comment procéder là, pour la diète aussi. C'est un régime bas en protéines. Zoé n'élimine pas les protéines. Donc, les protéines restent en elle. Ça peut être dangereux pour brûler des cellules puis des difficultés d'apprentissage. Alors, c'est des aliments qui leur sont fournis gratuitement, qui permettent de compléter leur alimentation. Alors, ça, c'est très bien. Puis moi, mon rôle aussi, c'est d'avoir une surveillance de l'état nutritionnel très étroite, là, parce que quand on est confronté à ne pas manger de viande, à ne pas prendre de produits laitiers, il faut contourner tous les besoins, là, il faut aller les chercher autrement. Alors, c'est un bon défi. Zoé, comme c'est une adolescente, puis qu'avec sa diète puis le traitement médicamenteux, elle est très bien contrôlée, ça va très bien. On la voit à raison d'1 fois par année. Oui, je me sens super bien. Puis, je sens pas qu'il y a de trouble vraiment. Je peux faire tous mes sports, à l'école, je me sens bien. Puis, c'est comme si j'avais une vie normale, dans le fond. Venez accueillir la grande athlète! Hein? Et quand je vois Zoé revenir d'une compétition comme l'autre jour à Mirabel, pour moi, c'est la plus belle victoire, c'est la plus belle récompense. Cette jeune fille-là fonctionne très bien, là. Sans le centre de dépistage ici, Zoé ne serait pas un enfant comme elle est aujourd'hui. À 5 mois et demi, bébé Adrien présente plusieurs troubles, dont un déficit important de l'attention. De plus, il ne peut pas s'alimenter, ce qui oblige son entrée à l'hôpital. De là, une batterie de tests s'impose afin de découvrir le mal qui l'habite. Il voulait tellement pas boire, là, il s'était rendu qu'il prenait 2 onces par jour. Là, il prenait des demi-onces puis des quarts d'once par biberon. Là, il n'en voulait pas. Il se tournait la tête puis il pleurait tout le temps. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin qui l'a vu a dit « Ton enfant, elle dit, il y a vraiment un problème de... » Elle dit « Il n'est pas mongol, il n'est pas trisomique, mais il y a vraiment quelque chose. » C'est que je m'en vais à l'hôpital pour un cas de déshydratation, puis la claque d'en face que j'ai eue, c'est ton enfant, il a un trouble de développement. Il passait finalement la journée assez allongé sur son lit, sur le dos, et n'était pas capable de se redresser, de se retourner tout seul, enfin de bouger comme le ferait finalement un enfant de 6 mois avec un tonus et une force correcte. Adrien avait un poids qui stagnait, il avait du mal à prendre ses biberons, c'était difficile pour lui de faire les mouvements de succion et de déglutition pour finalement avaler le contenu de ses biberons. Puis, le verdict tombe. Adrien est atteint du syndrome d'Angelman. Écoutez, c'est toujours extrêmement bouleversant pour une famille qui est jusque-là consciente des difficultés de développement de son enfant, mais qui, tant qu'on n'a pas posé un diagnostic, ne peut pas connaître l'évolution de l'enfant, savoir si éventuellement il y a un espoir de récupération et de récupération des capacités normales. Chez Adrien, il nous a fallu tout de même plusieurs semaines avant d'en arriver au diagnostic grâce à une simple prise de sang du syndrome d'Angelman, puisque le syndrome d'Angelman est une maladie génétique. Il nous a dit qu'il avait trouvé c'était quoi. C'était une bonne nouvelle puis une mauvaise en même temps. Là. C'est pas c'est une maladie qui est retard de développement puis retard mental plus tard là, qui se voit. C'est pas la maladie la
la plus heureuse qu'il y a, là. Mais au moins, on avait le diagnostic, là. On peut offrir rapidement, lorsqu'on fait un diagnostic tôt, des procédés de traitement de réadaptation et de stimulation de l'enfant qui sont particulièrement adaptés au contexte. La réunion de plusieurs disciplines, vous voyez, autour d'un enfant comme Adrien présentant un syndrome d'Angelman, c'est quelque chose qui est absolument crucial. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de l'aider. C'est quoi qui l'aide? Je pense que c'est un petit peu de tout. On lui fait écouter de la musique qui aide à stimuler son cerveau. Je trouve la piscine, ça fait des merveilles pour lui, là. C'est une fois par semaine, mais ça fait du bien. Je suis vraiment contente que les gens aient cru à Adrien qu'il y avait quelque chose puis qu'il aille chercher. Puis tout le monde qui a travaillé sur lui puis qui ont cru. Je veux dire un grand merci. Donc maintenant qu'il a 20 mois, il a acquis une tenue assise qui est nettement plus stable. Alors on trouve que Adrien particulièrement fait énormément de progrès. Et pour un petit patient atteint d'un syndrome d'Angelman, il nous étonne. Le 4 octobre 2000, la petite Erika vient au monde. Une petite fille pour qui tout semble bien aller. Jusqu'au jour où ses parents constatent que leur enfant éprouve des difficultés. Tout allait bien jusqu'à ce qu'Erika ait environ 1 an, quand on a commencé à introduire les solides. Puis une autre chose aussi, c'est qu'elle ne comprenait pas les consignes, des consignes très très simples qu'un enfant d'1 an habituellement devrait comprendre. Je l'ai rencontrée, elle avait 17 ou 18 mois la première fois. Et elle venait me rencontrer parce qu'elle ne marchait pas et ne parlait pas. Ce docteur Valti, elle trouvait rien finalement, puis elle trouvait qu'Erika était normale, mais elle ne comprenait pas pourquoi il y avait des retards au niveau du langage, pourquoi il y avait des retards au niveau de la marche. Et qu'elle nous a dit, la dernière chose, est-ce que vous accepteriez qu'on passe un test génétique? Alors la génétique, je ne l'ai évoquée que 3 mois après, devant l'apparition d'un signe anormal à l'examen neurologique. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure, avec l'apparition d'un clonus. Ça veut dire un mouvement répétitif de la cheville, comme une secousse de la cheville qui ne s'arrête pas et qui est un signe d'irritation du cortex cérébral. Devant l'apparition de ce clonus, qui n'existait pas la première fois, et l'absence d'évolution d'Erika. Par ailleurs, elle avait aussi un retard de croissance, de taille, de poids. J'ai commencé une évaluation plus complète avec une exploration de son métabolisme. C'est confirmé. Erika est atteinte du triple H, une maladie du métabolisme. Le diagnostic est rendu lorsqu'elle atteint l'âge de 27 mois. Elle est alors contrainte de suivre un régime bas en protéines. Quand on mange des protéines, notre corps les transforme en ammoniac, puis on les élimine par notre urine. Erika a les gènes qu'il faut pour transformer ces protéines en ammoniac, mais elle n'a pas le gène qu'il faut pour l'éliminer, pour le mettre dans son urine, pour l'éliminer. Donc, tout l'ammoniac restait dans son corps et finissait par monter au cerveau. Et ça empoisonne tout notre corps et c'est toxique pour le développement cérébral. Maintenant qu'on est capable de contrôler l'alimentation, on n'a pratiquement que des bonnes journées. Alors c'est sûr que graduellement, on l'a vu s'améliorer. Ça fait pas longtemps qu'on la suit, puis on a vu une amélioration grandiose. C'est la plus jeune diagnostiquée au Québec. Alors j'espère qu'elle va se développer. Elle a fait déjà d'énormes progrès. Elle parle, elle comprend beaucoup mieux alors qu'elle ne disait pas un mot. Elle marche, elle est de bonne humeur alors que souvent elle faisait des crises de colère. Donc c'est très 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 encourageant et je souhaite qu'elle puisse suivre une scolarité et une vie tout à fait normale. Elle va bien, elle évolue bien. Puis, elle fait des gros progrès. Elle est en train de rattraper les retards qu'elle avait au niveau du langage. Puis au niveau de sa dextérité fine aussi, elle fait des progrès. Le support qu'on a, c'est incroyable. Ils sont toujours présents. On a un numéro de téléphone où on peut les rejoindre. Erika, c'est un peu notre princesse. Le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke se démarque par la qualité de son service de génétique. L'intégration sous un même toit de la clinique, de l'enseignement et de la recherche permet de mieux répondre aux besoins des malades et de leurs proches. On est dans une position unique pour faire justement des projets de recherche et de développer dans ce secteur-là. C'est un des beaux fleurons qu'il y a à Sherbrooke. Moi, je les aime, ces patients-là. J'aime ce que je fais, puis je vais continuer à le faire comme ça tant que ce sera moi qui sera là.